Conclusion de cette journée. Un mot, je pense que tout le monde plus ou moins connaît notre institution, un mot pour la caractériser brièvement. Nous sommes une autorité qui contrôle le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté dans les lieux dans lesquels des personnes sont privées de liberté, c'est-à-dire les hôpitaux psychiatriques, les prisons. Les hôpitaux psychiatriques, les prisons, les centres de rétention administrative, les centres éducatifs fermés et d'autres lieux de course. Dans tous ces lieux que nous visitons de manière extrêmement régulière, nous constatons, pour les hôpitaux psychiatriques, nous constatons que persiste un grand nombre d'éléments de contrainte. Ces éléments de contrainte, c'est d'abord la question de la fermeture des services, fermeture qui est souvent abusivement considérée comme nécessaire, par exemple, pour les soins consentement, alors qu'en réalité, rien n'impose d'enfermer les patients, fussent-ils en soins sans consentement, à part l'état clinique individuel de chacun. Il y a également les mesures d'isolement et de contention, qui sont des mesures qui sont toujours un peu suspectes à nos yeux, puisque nous constatons qu'il existe des établissements qui n'en font pas usage. Dès lors, à partir du moment où on peut prendre en charge des patients sans en faire usage, leur utilisation perd un peu de sa légitimité dans la mesure où l'expérience d'un petit nombre d'établissements, certes, mais qui est une expérience réelle, ancienne et solide, montre qu'on peut faire sans, on peut s'en passer, et donc on voit mal comment il est nécessaire de les utiliser, et plus mal encore comment il est possible de les dévoyer. Les dévoyer comment? Les dévoyer en parlant d'isolement ou de contention thérapeutique, ce qui est une expression qui peu à peu sort de l'usage mais qui reste malgré tout, alors qu'il est montré par la littérature internationale à peu près unanime, même unanime, que l'isolement et la contention n'ont pas d'effet thérapeutique. La loi d'ailleurs en France les autorise uniquement comme mesure de dernier recours à titre de prévention des risques et non pas à titre thérapeutique. Il y a encore quelquefois, peut-être plus dans les menaces que dans la réalité, mais il y a quelquefois dans l'esprit de certains soignants des recours à l'isolement disciplinaire. On entend quelquefois, y compris en présence de contrôleurs, parler menacer, les gens calme-toi ou je t'enferme, des choses comme ça, même si en fait ça ne se fait pas. Il y a de l'isolement qui résulte de mesures d'organisation, ce qui est un peu paradoxal. On isole les gens parce qu'on n'a pas assez de monde pour les surveiller, mais alors par ailleurs on se plaint que les formalités relatives à l'isolement prennent trop de temps. Alors on n'a pas assez de temps pour surveiller les patients quand ils sont dans leur chambre, mais on a assez de temps pour faire les procédures d'isolement, ce qui est un peu paradoxal aussi. Il y a aussi de l'isolement informel, ça c'est quelque chose qu'il est très difficile de voir, mais que nous mettons en évidence dans un certain nombre d'établissements. J'appelle l'isolement informel, l'isolement des urgences qui se fait sans être déclaré, ou de l'isolement qui n'est pas nommé, par exemple la sieste obligatoire en chambre fermée, ou des mesurettes comme ça, un peu prises par-ci, par-là, de manière informelle. Et puis il y a l'isolement carrément abusif et systématique, celui des détenus placés en service de psychiatrie. Rien n'impose de placer un détenu à l'isolement, et pourtant il n'existe pas de détenu qui soit pris en charge en psychiatrie sans isolement. J'ai gardé pour la fin de ces contraintes la plus grave d'entre elles, même si ce n'est pas heureusement la plus fréquente, qui est la question de la prise en charge des enfants, puisque, comme vous le savez, les enfants sont pris en charge en psychiatrie sous le régime parfois fictif des soins libres. J'appelle un régime fictif de soins libres la situation dans laquelle la volonté de soins est celle des parents et non pas celle du patient lui-même. Et dans ce cas, évidemment, ces enfants qui sont les plus fragiles sont hospitalisés en psychiatrie sans aucune garantie juridictionnelle de celle qu'on confère aux adultes.
le juge des libertés et de la détention n'intervient pas. On n'a normalement pas le droit de les mettre en isolement et sous contention, mais on le fait quand même en s'abritant derrière la nécessité, mais ce n'est pas contrôlé par le juge. Par chance, les ordonnances de placement provisoire sont des mesures publiques, d'une autorité publique qui permettent au CGLPL d'intervenir, mais pas au juge. Donc là, c'est une lacune très grave. Alors face à ce champ de contraintes un peu débordant, parfois très présent, évidemment surtout présent dans les rapports du CGLPL, puisque notre métier c'est de regarder ça, donc évidemment on voit ça plus que le reste, mais il y a aussi des évolutions, des remèdes dont on peut faire la liste. Il y a d'abord, et il faut commencer par ça, des directives de l'OMS. Ces directives ne sont pas l'Organisation mondiale de la santé. Ces directives ne sont pas adressées aux hôpitaux, elles ne sont pas adressées aux soignants, elles sont adressées aux législateurs. Et que disent-elles? Elles prônent la désinstitutionnalisation, l'instauration d'un modèle communautaire. Dans certains textes, on trouve même l'idée de la fermeture progressive des hôpitaux psychiatriques. Il faut être prudent avec cette idée de fermeture des hôpitaux psychiatriques, parce que dans tous les États qui ont fermé les hôpitaux psychiatriques, notamment dans certaines provinces d'Italie, on vous présente des trucs merveilleux, formidables et tout, et on oublie de vous dire qu'à côté de ça, il y a aussi des hôpitaux-prisons qui échappent au système. Donc la fermeture des hôpitaux psychiatriques, restons calmes, c'est quand même quelque chose qui est tout à fait à double tranchant. Néanmoins, ce qui n'est pas à double tranchant, c'est le corollaire, c'est-à-dire le développement de la psychiatrie communautaire. Il y a des modèles, il y a le modèle bien connu du CCOMS, il y a des expériences que nous connaissons bien au CGLPL, que nous sommes en train de regarder d'assez près, à Paris, à Lyon, à Marseille. Enfin, tout ça marche plutôt bien, et ça se passe en application, ou en tout cas dans l'esprit de ces directives de l'OMS. Donc ce sont des expériences d'affaiblissement de la contrainte, et j'entendais qu'on citait tout à l'heure Sébastien Saeta. Il a, avec un certain nombre d'autres, fait une étude qui permet d'analyser les déterminants des formes moins contraignantes de psychiatrie, et plutôt que de regarder et de critiquer la contrainte, on regarde et on admire, si je puis dire, mais surtout on prend modèle sur l'absence de contraintes sur ces établissements, comme il y en a à Marseille, il y en a à Gap, il y en a un peu ailleurs, à Landerneau notamment, des établissements qui ne pratiquent pas la contrainte, puisqu'il existe, je le répète, des établissements dans lesquels il n'y a pas de chambre d'isolement, il n'y a pas de matériel de contention, et il n'y a pas de service de psychiatrie. Ça existe. Il y a aussi des évolutions. Alors les évolutions, elles sont plus ou moins spontanées. Il y a des évolutions spontanées un peu poussées par le CGLPL. Comme vous le savez, le CGLPL peut être extrêmement violent dans certains de ses constats. Il y a deux exemples bien connus, c'est le centre psychothérapique de l'Ain en 2016 et le centre hospitalier Jean-Baptiste Pussin à Lens en 2021. Je cite ces deux cas parce qu'on nous a reproché dans ces deux cas d'avoir fait preuve de grande violence. Les soignants ont été stigmatisés, avaient du mal à sortir dans les rues de leur ville, se faisaient traiter de tortionnaires. Néanmoins, dans les deux cas, en moins de 3 ans, la conversion, l'évolution de ces services a été absolument spectaculaire. Aujourd'hui, le centre psychothérapique de l'Ain, je le dis haut et fort, pratique une prise en charge exemplaire, et je pense qu'on pourra bientôt dire ça de Jean-Baptiste Pussin à Lens. Évidemment, ça a été un peu douloureux au début, mais enfin, l'évolution s'est faite. Elle se fait ailleurs aussi de manière spontanée, parfois sur la base de simples réflexions des équipes. Je pense notamment au centre hospitalier de Blain, en Loire-Atlantique, qui a progressivement décidé, spontanément, de passer d'un hôpital 100% ouvert, 100% fermé, à un hôpital à 95% ouvert. Donc là aussi, ça fait partie des évolutions qui existent. Il y a une démarche, elle-même promue par l'OMS, qui s'appelle Quality Rights, que vous connaissez peut-être, qui permet aux équipes qui le souhaitent d'avoir à leur demande une aide pour évoluer dans le sens du respect des droits.
Et en dernier lieu, je crois que ce qu'il faut avoir en tête, ce que le CGLPL essaye aujourd'hui en ce moment de promouvoir, c'est la recherche et le respect du consentement des patients. Il y a des outils pour y aider. 2 d'entre eux ont été cités. Il y en a un troisième qui est dans le droit qui n'a pas été cité, c'est la personne de confiance. La personne de confiance, ça permet à un patient de renforcer, de gagner confiance en lui, de renforcer son consentement, d'exprimer son consentement même quand il ne le peut pas. Les 2 autres outils qui permettent d'aider à l'expression et au respect du consentement des patients, ils ont été cités juste avant, ce sont les médiateurs de santé pair et ce sont les directives anticipées en psychiatrie. J'insiste sur la question des directives anticipées en psychiatrie pour revenir sur une question de vocabulaire. Il y a en ce moment des débats autour de la manière dont on va appeler ça, et notamment des débats entre le CGLPL et une autre autorité administrative indépendante qui est la Haute Autorité de Santé. Nous sommes partisans de la notion de directive. La Haute Autorité de Santé est partisane d'une notion plus molle de plan de prévention partagée ou de plan de gestion de crise, voire de contrat. Nous insistons sur directive pour bien signifier qu'il faut que derrière cette notion, il y ait l'expression de la volonté unilatérale d'un patient. Ce n'est pas une négociation, surtout une négociation dans le régime d'égalité déséquilibré qui a été décrit juste avant moi, parce que ce régime est toujours marqué par l'autorité. Ce sont des directives indicatives, bien entendu. Il appartient toujours au médecin de prendre les mesures exigées par les circonstances en application des recommandations de bonne pratique de sa spécialité. Néanmoins, le patient doit pouvoir s'exprimer librement, et pas seulement sur les soins. Ça peut être aussi, je veux qu'on garde mon chat, je veux qu'on s'occupe de mes parents, je veux que ceci, que cela. Je veux dire, on n'est pas dans un truc limité aux soins, et pour que ces directives soient rédigées de manière correcte, applicable, autonome, il faut du temps déjà, il faut de la prise de conscience, et il faut aussi de l'aide, et cette aide, elle vient plus préférentiellement des médiateurs de santé pleine. Alors, pour que, comme nous le souhaitons tous, la psychiatrie évolue, sur quoi peut-on compter? Eh bien, pas seulement sur le droit. Le droit, c'est bien, ça aide, mais le droit, c'est quand même que du droit. Je veux dire par là que ce qui compte, c'est la pratique, la réalité, et la réalité, elle n'est que dans les hôpitaux. Elle n'est pas à l'Assemblée nationale, elle n'est pas même dans les rapports du CGLPL, elle n'est que dans les hôpitaux, et dans les hôpitaux, il y a des patients et des soignants. Ces patients et ces soignants, le plus souvent, parlent, échangent, inventent. D'ailleurs, pour le CGLPL, c'est une situation particulièrement satisfaisante, puisque dans les établissements de santé mentale, nos rapports sont généralement assez efficaces, puisqu'ils sont pris en main par la communauté soignante, évidemment, à la base, mais aussi quelquefois par certains patients, ou par des associations de patients, de familles des patients, et ils font l'objet ils donnent lieu à une évolution spontanée des services que nous n'observons pas, par exemple, dans les services de police ou en prison. Enfin, un peu en prison, mais dans les services de police, absolument jamais. Alors qu'en psychiatrie, l'évolution spontanée, l'évolution tirée par les praticiens et par les patients est possible, elle existe, et donc c'est là-dessus qu'il faut compter. Un mot de procédure pour terminer. On a parlé d'éthique, de comité d'éthique. C'est absolument essentiel, et je vous invite dans vos comités d'éthique à vous assurer que les comités d'éthique, d'abord quand il s'agit d'hôpitaux généraux, parce qu'une grande partie de la psychiatrie française se fait dans les hôpitaux généraux, quand il s'agit d'hôpitaux généraux, regardez si les comités d'éthique mettent de temps en temps des sujets psychiatriques à leur ordre du jour. Est-ce que le comité d'éthique parle de psychiatrie, ou bien est-ce qu'il parle uniquement de MCO? Et très souvent, les comités d'éthique des hôpitaux généraux oublient la psychiatrie. Mais dans la psychiatrie, quels sont les sujets des comités d'éthique? Est-ce qu'on parle des droits? Est-ce qu'on parle du respect de l'autonomie de la personne? Est-ce qu'on parle de citoyenneté? Ou bien est-ce qu'on parle de traitement chimique? Donc,
Est-ce que l'objet du comité d'éthique, c'est de faire du patient un sujet de droit, un citoyen, ou bien c'est de savoir comment on le traite? Et donc, ça vous donne cette simple question de savoir si le patient est un sujet ou un objet, vous permet déjà d'avoir une idée sur la manière dont il sera pris en charge là où il est hospitalisé. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup. Mon nom est Fabrice Guizil. Je co-dirige avec Virginie Ponel et Nicolas Castoldi l'Espace éthique Île-de-France et je suis prof associé de philosophie et d'éthique à Paris-Saclay. On est très heureux à l'Espace éthique d'avoir été partenaire de cette journée. On remercie très chaleureusement Droit Pluriel et toute son équipe autour d'Ansara Kertudo, évidemment le GHU Psychiatrie Neurosciences et la mairie de Paris-Centre qui nous a accueillis toute la journée. Je vais très brièvement, parce que notre temps est quasiment écoulé, mais juste tracer 2-3 lignes de réflexion transverse par rapport à ce que j'ai pu entendre dans la journée et qui vont reprendre le souhait, le vœu qu'a formulé Ansara au tout début de la journée lorsqu'elle a dit que son vœu, son souhait est que le soin et le droit puissent coexister, puisqu'ils puissent coexister ensemble. Et je vais vous suggérer que j'ai entendu, moi, 3 modes de coexistence, d'interrelation entre le soin et le droit, qui sont assez différents, dont 2, on les connaît relativement bien, on les pratique, et dont un 3e pourrait être la suite des propositions qu'on a entendues, et notamment dans les propos d'André Ferragne à l'instant. La première façon dont droit et soin s'articulent, c'est lorsque le droit vient légitimer, rendre possible un certain nombre de pratiques soignantes ou rendre possible un certain nombre de pratiques qui ont lieu dans des institutions de soins. Ça peut parfois être des pratiques contraignantes, une hospitalisation, une contention, et à ce moment-là, le droit vient rendre possible cela au sens où il le fait d'habitude, c'est-à-dire il indique dans quel cadre, à quelles conditions, en respectant quelle procédure, et il peut à ce moment-là être du côté de l'institution dont il vient, faciliter ou légitimer le travail. C'est moins alors parfois une coexistence que une possible instrumentalisation de l'un par l'autre. De ce point de vue-là, c'est pas que le cas dans le champ de la psychiatrie. Vous savez que le droit rend aussi possible le soin dans l'ensemble des institutions, dans les soins de santé en général. En principe, il y a beaucoup d'actes médicaux qu'on n'aurait pas le droit de faire et où les soins de santé constituent une exception parce qu'il y a d'une part une nécessité à agir médicalement et d'autre part un consentement et que ça rend possible un certain nombre d'actes. Donc le Code de la santé publique encadre les conditions dans lesquelles on va pouvoir intervenir sur le corps d'autrui et parfois de manière très invasive. Donc c'est le premier sens, la première articulation entre le droit et le soin, c'est-à-dire un droit qui va venir légitimer, autoriser, permettre un certain nombre de pratiques qui d'ordinaire ne sont pas tolérées, ne sont pas acceptées. Ça peut être des soins invasifs sur le plan somatique, ça peut être des procédures contraignantes dans le champ psychique. Et notez qu'en général, c'est un droit spécifique qui est alors mis en œuvre, c'est pas le code civil, c'est par exemple le code de la santé publique et des lois bien spécifiques qui viennent mettre un cadre. Il y a une intervenante dans la salle qui à plusieurs reprises, on s'est parlé madame des EHPAD aujourd'hui, je me souviens que dans le plan Alzheimer 2008-2012, il y avait une mesure 39 qui disait que contrairement au champ de la psychiatrie, le fait qu'un certain nombre de personnes âgées avec des troubles cognitifs qui étaient admises sans consentement, pas sous contrainte, mais sans consentement dans un EHPAD ne bénéficiaient pas, ce champ de la gériatrie ne bénéficiait pas de l'encadrement dont la psychiatrie pouvait bénéficier. Donc ça, c'est un premier type de relation entre le droit et le soin, une forme d'encadrement qui rend possible, qui autorise. La deuxième forme de rapport entre le droit et le soin, elle est presque totalement opposée. C'est pas le même type de droit qu'on met alors en œuvre. Alors à ce moment-là, c'est beaucoup plus les droits humains, c'est les droits de l'homme. Anne Caron d'Église y a fait allusion au début de son intervention. Le droit va venir ici contrôler, vérifier du dehors comme une position de tiers, comme quelque chose qui vient mettre un terme à un huis clos, comme un regard de la société sur une adéquation des pratiques soignantes, des pratiques qui ont lieu dans des institutions de soins,
de leur adéquation à un certain nombre de principes fondamentaux et à un certain nombre de droits fondamentaux. On est là dans un rapport du droit aux soins qui est différent. Le droit vient ici comme une forme de garantie, de contrôle, et c'est souvent des droits qui viennent de droits fondamentaux, notamment dans les droits de l'homme, avec un certain nombre de garanties. Par exemple, c'est ce droit qui va vous dire qu'une restriction de liberté, quelle qu'elle soit, doit être nécessaire, subsidiaire, proportionnée, individualisée, limitée dans la durée, révisée régulièrement, faire l'objet d'explications, faire l'objet d'un contrôle, surtout si elle dure, etc. Et donc c'est le droit ici comme instance extérieure aux soins qui va venir le limiter, l'encadrer, le contrôler et vérifier son adéquation. Et le fait qu'il n'entre pas en opposition avec le respect des droits fondamentaux. Souvent, ce droit-là, il est vécu comme bureaucratique par les acteurs, que ce soit les acteurs du soin, que ce soit les acteurs dans d'autres domaines. Et donc, il peut être ici une limite contre le recours à des pratiques abusives, et notamment à des pratiques de contrainte abusive. Ces deux usages, ils sont presque opposés, mais on les connaît, ils ont été bien décrits. Il me semble qu'au cours de cette journée, notamment dans les travaux de recherche, dans ce programme de recherche nommé EDGAR, qui nous a été présenté par Jean Bien-Aimé, le droit et le rapport du droit aux soins se complexifie un peu, se nuance un peu. Il continue de venir le rendre possible, mais pas en le légitimant, pas mais réciproquement en l'interrogeant. Il me semble que dans ce cas, on reconnaît qu'on est dans deux ordres de discours qui sont différents. Le soin, vous le savez, il a rapport à des personnes concrètes, à des corps concrets, tantôt en bonne santé, tantôt malades, à des esprits concrets, tantôt en bonne santé, tantôt en souffrance, tantôt à des êtres, tantôt en pleine possession de leurs moyens, tantôt, comme on dit, en perte d'autonomie. Ça, c'est le soin, la médecine, elle a rapport à ça, à cette personne-là, à cette personne concrète. Le droit, au contraire, il va affirmer une personnalité juridique, quelque chose qui va être stable dans le temps et qui va faire qu'on ait un sujet de droit, qu'on peut exercer un certain nombre d'actes dans la vie civile, qu'on nous reconnaît un certain nombre de libertés. Et du coup, je pense qu'on peut reconnaître que les deux discours, c'est deux points de vue sur nous. L'un qui nous regarde comme un corps, un esprit qui a une vie, qui a des moments de fragilité, des moments de faiblesse accrue, même si on est tous et toutes en permanence vulnérables et dépendants d'autrui, mais avec toutes ces variations, toutes ces nuances, tous ces moments de vulnérabilité accrue, alors que le droit va continuer à nous regarder comme des sujets qui méritent du respect, qui méritent une considération inconditionnelle. Et il y a une forme de fiction de la personne juridique comme quelque chose qui va se maintenir, quels que soient les aléas, les vicissitudes de la vie du sujet qui a besoin de soins somatiques et ou psychiques. Et donc, il me semble que dans cette relation-là, qui, à mon avis, ne fait intervenir ni un droit spécifique, ni le Code de la santé publique, ni des droits de très haut rang comme les droits de l'homme, mais qui va faire intervenir ce qu'un Caron d'Église a appelé le droit commun, le Code civil, à mon avis. Et à ce moment-là, il me semble qu'il y a une visée commune du soin et du droit, où ils ne s'utilisent pas l'un l'autre, où ils ne sont pas juste dans un rapport d'utilisation, d'instrumentalisation ou de conflictualité possible, où ils essayent, tout en reconnaissant qu'ils travaillent à des niveaux différents, peuvent essayer de collaborer. Il me semble que c'est l'un des partis pris dans ce programme de recherche sur la notification des droits qui était présent. Ça échoue, cette visée d'un soin et d'un droit qui agissent de concert pour essayer de restaurer autrui dans une capacité d'agir la plus grande qu'il puisse être. Ça ne réussit pas toujours. Il y a évidemment toutes sortes de dévoiements possibles de cette relation, mais il me semble que et le droit et le soin visent à restaurer une forme d'autonomie comme capacité à se gouverner soi-même ou une capacité à agir en relation avec les autres sans nier une vulnérabilité, et que dans cette interrelation des deux, on peut sortir de l'espèce d'alternative que j'ai dressée en commençant, où dans un cas, le droit vient juste légitimer, rendre possible des pratiques qui ne sont pas questionnées en elles-mêmes,
ou à l'inverse, où il viendrait se poser comme limite, mais du dehors, sans comprendre les contraintes, la temporalité, les réalités du soin. Il me semble qu'il y a une troisième voie qui est possible ici, et qui va amener à se poser les questions qui ont traversé la journée, comme quand vous vous êtes demandé si un soin sans consentement c'est possible, si pour qu'il y ait véritablement soin, il ne doit pas y avoir une forme de consentement, même s'il est peut-être différé ou attendu. On est précisément dans ce que j'essaye de décrire ici. Donc, voilà, c'était ce qu'il m'a semblé être original dans la proposition qui vous était faite aujourd'hui, dans la façon dont ce colloque a été construit, de sortir de deux voies habituelles de mise en rapport ou de mise en tension du droit et du soin, pour essayer de montrer qu'ils pouvaient être tous les deux des instruments d'une restauration d'un soi ou d'une subjectivité ou d'un pouvoir sur soi et sur son environnement, en ne niant pas et en reconnaissant que ce rapport entre le droit et le soin, il est difficile parce qu'il ne se situe pas au même niveau. Encore une fois, le soin a rapport à des corps et à des esprits concrets dans toute leur vicissitude quotidienne, alors que le droit a tendance à postuler des sujets de droit. Et je trouve qu'il y a une force ici, peut-être vous parliez d'éthique à la fin de votre propos, peut-être que l'éthique peut être cette interface entre les deux dans les comités d'éthique, mais également dans les pratiques soignantes qui sont décrites aujourd'hui. Je finis juste, c'est pas parce qu'on fait... je finis juste sur un point d'actualité. Vous avez vu que les sujets dont on parle font l'objet d'une série de travaux de Luc Bronner dans Le Monde ces jours-ci, mais précisément sur les questions dont on a parlé aujourd'hui. Le Comité consultatif national d'éthique va faire paraître dans quelques jours un avis sur la psychiatrie dont j'ai été l'un des rapporteurs et qui insiste sur la crise de la situation de la psychiatrie aujourd'hui et des conséquences de cette crise sur le respect des droits des personnes. Donc on est sur des sujets importants et je trouve que l'initiative du colloque qui a été proposée aujourd'hui grâce à Droit Pluriel, grâce au GHU Psychiatrie Neurosciences avec l'espace éthique, visait à essayer de sortir de cette alternative où on essaye parfois d'enfermer le droit et le soin, où ils s'antagonisent, où ils se méfient l'un de l'autre, en essayant de tabler sur le fait qu'il y a une visée commune, même si ce sont des discours, des logiques qui se situent à des points totalement différents. Merci à tous, bonne soirée.